Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Voilà, bonsoir chers amis de Radio Judaïka Bruxelles, bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Nous sommes au rendez-vous pour chercher l'erreur avec vous, comme vous en avez pris l'habitude, et nous aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, au lendemain d'un jour important pour l'État d'Israël, qui n'est rien d'autre que le Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, il est peut-être intéressant de faire un petit point sur cette manifestation que les jeunes Israéliens attendent chaque année. Et cette année, pour ne pas faire mentir la tradition, il n'y avait pas moins de 30 000 personnes qui ont foulé les rues de Jérusalem avec les drapeaux, avec tous les attirails de fêtes que l'on met en cette période. Et ces 30 000 personnes ont traversé la vieille ville. La police craignait des confrontations avec la population arabe, notamment dans la vieille ville. Il y avait plus de 3000 policiers qui étaient présents sur le parcours et les participants étaient composés principalement des jeunes des mouvements nationaux religieux, des écoles yeshivot, des séminaires et ils sont entrés par la porte de Damas et tout en chantant, en dansant, et pour montrer la joie qu'ils avaient d'avoir réinvesti la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem, qui avait été, j'irais, interdite pendant près de 2000 ans. Et c'est ainsi que le jour de Jérusalem est fêté. Alors cette année, il y a eu des incidents mineurs, malgré quelques confrontations avec notamment et principalement des journalistes et des observateurs qui étaient rassemblés au-dessus de la porte de Damas et qui ont jeté des bouts de bouteilles et des pierres sur les marcheurs, qui ont répondu avec les drapeaux. Finalement, je crois qu'il y a eu un journaliste de la télévision, un caméraman de la télévision TF1 qui a reçu un drapeau sur la tête, mais cette année, les choses se sont passées plus ou moins calmement et ont donc pu permettre de restituer à cette fête le caractère festif qui est le sien et qui doit permettre chaque année de réveiller, de renouveler ces chants d'espoir que les Israéliens mettent dans la reconquête de Jérusalem, qui, rappelons-le, avait été envahie par la Jordanie. Et rappelons également qu'à cette époque, les Juifs, les Israéliens n'avaient pas accès au mont du Temple, n'avaient pas accès au mur occidental, n'avaient pas accès au Kotel, que le Kotel avait été transformé en pissotière par les autorités jordaniennes, dégradé absolument, pour ne pas dire désacralisé. Et c'est donc en 67 que là, le mur a été recouvrer l'accès à tous les juifs pratiquants pour qui c'est un lieu saint, absolument saint. Voilà, c'était un petit peu le compte-rendu de cette journée de Yom Yerushalayim hier à Jérusalem. Jour de Jérusalem, oui, jour de la libération de Jérusalem. Libération de Jérusalem. Oui, la libération de Jérusalem, de sa réunification, parce que Jérusalem réunifiée, Jérusalem libérée, c'est rien moins que la concrétisation du projet sioniste. Sioniste, c'est Sion. Sion, c'est Jérusalem. Ce sont des mêmes mots, ce sont des synonymes. Aujourd'hui, Jérusalem est devenue la plus grande, non seulement elle est capitale de l'État, capitale politique de l'État d'Israël, mais c'est la plus grande ville d'Israël. C'est 830 000 habitants, 530 000 juifs, 64%, et 300 000 non-juifs, 36%. Il faut décidément, en ce jour de célébration, en ce jour de libération de cette ville qui, plus que tout autre, a construit l'identité
des Juifs de par le monde, pas seulement ceux qui vivent en Israël, mais ceux qui vivent aussi en diaspora. Rappelons que, quand même, à travers les siècles, cette formule, si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma main droite se dessèche, c'est quelque chose qui a accompagné la vie de tous les Juifs dans les moments les plus graves et aussi les plus festifs, qu'à l'occasion d'un mariage, eh bien, le marié brise un verre ou en souvenir de cette Jérusalem que les Juifs ont dû quitter pour partir en exil. Donc c'est une grande fête, c'est presque un jour de l'indépendance bis, parce qu'il ne peut pas y avoir de projet sioniste complet, pleinement accompli, concrétisé, sans le retour des Juifs dans cette ville qui a le plus construit ou contribué à définir leur identité. Et il faut donc, en cette occasion, plus qu'en tout autre, tordre le cou à un mythe qui semble avoir la dent dure dans la plupart des médias. C'est le mythe d'une ville divisée, d'une ville qui aurait été divisée par le passé, un Jérusalem d'un côté et un Jérusalem est de l'autre, la première étant appelée à devenir capitale de l'État d'Israël, la deuxième capitale d'un État de Palestine, alors que cette division n'a existé pour cette ville que pendant 19 ans, c'est-à-dire de 1949 à 1967. Elle n'a jamais été divisée par le passé, elle ne l'est plus depuis 1967, ça fait 48 ans qu'elle ne l'est plus. Et on voudrait faire de cette parenthèse qui est née de ce cessez-le-feu et de ces accords de Rhodes qui ont sanctionné la fin de la guerre d'indépendance d'Israël, on voudrait en faire de cette parenthèse un fait ad vitam aeternam. Un peu comme la Judée-Samarie, que désormais on appelle volontiers la Cisjordanie, parce qu'elle a été sous occupation illégale de la Jordanie exactement pendant les mêmes 19 ans, c'est-à-dire de 18 ans, de 49 à 1967. Et on voudrait que parce qu'il y a eu cette brève, très fugitive, très fugace empreinte arabe sur cette terre, sur ces terres, on voudrait qu'on coule dans le moule de la langue aussi, que ces terres sont la Cisjordanie, et effacer de cette manière-là le nom qui a prévalu jusqu'en 1949, c'est-à-dire la Judée-Samarie, et le nom qui apparaît, lui aussi, dans la résolution 181, la résolution de partage. Donc, il faut tordre le cou à ce mythe de la Cisjordanie, d'une part, et tordre le cou à ce mythe d'une ville divisée historiquement, et dont la réunification serait une aberration. C'est le contraire. C'est sa division qui était une aberration, sa réunification et sa libération est la chose la plus normale qui soit. Les Juifs à Jérusalem, c'est la chose la plus normale qui soit. C'est aussi normal que des Français à Paris, aussi normal que des Anglais à Londres. Il faudra que le monde finisse par en convenir. Écoutez, Isaac, j'en profite pour rappeler encore le manque déontologique de l'agence de presse, Agence France Presse, AFP, parce qu'à l'occasion de cette manifestation festive, l'agence AFP a produit une photo, justement dans la vieille ville, où l'on voit tous les jeunes habillés de blanc, de bleu, avec le Magen David, etc., qui sont en train de danser. Et en avant-plan de cette photo, c'est un montage tellement évident que c'est tellement grossier, on voit une main qui tend un bandeau marqué Palestine. C'est quelque chose de tellement gros que c'est grossier et grotesque. Voilà comment l'AFP traduit la libération de Jérusalem en essayant encore de faire une propagande pro-palestinienne. Oui, vous savez, c'est très difficile à admettre pour le monde, pas seulement pour le monde de l'islam, qui en fait une véritable maladie, d'avoir le retour des Juifs sur leur terre ancestrale au milieu de ce qu'ils considèrent être leur géographie et au milieu de leur projet de conquête. C'est pratiquement impossible de voir des Juifs retourner conquérants à Jérusalem. C'est impossible, c'est une blessure narcissique indépassable. Il en est de même d'ailleurs pour l'Occident chrétien, pour qui le retour des Juifs à Jérusalem ressorti aussi au registre de la blessure narcissique. On ne peut pas l'accepter. Alors on peut accepter des Juifs à Haïfa, on peut les accepter à Tel Aviv, on peut les accepter à Beersheba, où vous voulez, mais pas à Jérusalem. C'est 2000 ans d'échec que ce retour marque. Et donc, il importe de contraindre les Juifs
pour le monde de la chrétienté comme le monde de l'islam, de remettre les Juifs en exil. Comment ? Eh bien simplement en les obligeant à renoncer à une partie de Jérusalem. Jérusalem, c'est la fin de l'exil. Rien moins que cela. Priver les Juifs de Jérusalem, sans qu'on leur passe sur le corps, eh bien, c'est les renvoyer en exil. Il faut bien se dire cela, qu'un Juif qui se trouve à 300 mètres de Jérusalem et qui est interdit de rentrer dans Jérusalem, comme c'était le cas jusqu'en 1949, il est toujours mentalement en exil. La fin d'exil, c'est Jérusalem. Et donc, cette obsession à combattre une Jérusalem juive, c'est cette espèce d'obsession à renvoyer les Juifs dans leur statut d'exilés. Et c'est ce que la fête des Jérusalem, le jour des Jérusalem dit, c'est cette centralité, cette sacralité de Jérusalem dans l'esprit des Juifs, pour qui Jérusalem c'est l'âme de tout Juif, et une âme ne se divise pas. Alors, vous avez parlé justement de la volonté des Arabes, des Palestiniens également, en l'occurrence, de vouloir renvoyer les Juifs en exil. Et je voudrais également parler d'une utilisation propagandiste d'un événement qui s'est tenu à Rome, où le pape François avait procédé à la canonisation de quelques saints, dont parmi eux deux femmes palestiniennes, enfin originaires de la Palestine, sous mandat. Je dois bien préciser pour ne pas faire le jeu non plus la propagande de Mahmoud Abbas. Et à l'occasion de cette canonisation, d'une messe qui a été donnée à Rome, et le président Mahmoud Abbas a fait le voyage. Il va pas raté une occasion de se montrer au fenestron. Et le pape l'a reçu en audience privée, audience officielle, mais assortie d'une audience privée. Et figurez-vous que à l'issue de cette audience, il y a eu l'échange traditionnel de cadeaux entre chefs d'État, puisque le pape est considéré comme un chef d'État, et Abou Mazen aussi, même s'il n'en a plus ni les prérogatives, ni les qualités intrinsèques. Et alors, le pape a offert à Abou Mazen un médaillon, lui expliquant que ce médaillon représente l'ange de la paix détruisant l'esprit diabolique de la guerre. Immédiatement, les médias ont fait des comptes rendus totalement délirants, selon les agences de presse. Et l'interprétation est tout à fait aussi délirante. Alors, après quelques recherches et interrogatoires à Rome auprès des personnes qui étaient présentes, il s'avère que le pape François avait dit simplement qu'il pensait que ce cadeau était approprié depuis que vous êtes un ange de paix. Ça, c'est une version. La deuxième version, c'était que ce cadeau lui semblait approprié et le pape aurait ajouté « Puissiez-vous être un ange de paix ?» Ce qui est tout à fait différent. Et bon, je passe sur les multiples, interprétations. Oui, diverses versions. Bon, une chose est sûre, c'est que le Vatican n'est certainement pas un ami indéfectible d'Israël, ça nous le savons depuis longtemps, même s'il y a des tentatives de rapprochement religieux catholiques et juifs. Nous savons également que le Vatican avait reconnu la Palestine en tant qu'État. Il a été un des 136 États qui ont approuvé au sein de l'UNESCO la nomination de la Palestine, je mets entre guillemets, en tant qu'État non membre des Nations Unies, et qu'il s'apprête à signer dans les jours qui viennent un protocole d'accord avec l'autorité palestinienne qui, même si elle n'a aucune compétence sur le sort des chrétiens dans cette partie du monde, entend réglementer à sa sauce les relations avec le Vatican. Sachant qu'avec Israël, ce type de protocole n'existe pas. Donc il y aurait un sort différent pour les chrétiens de Jérusalem-Est ou de la Judée-Samarie et un sort différent pour les chrétiens de Jérusalem juifs. Voilà un petit peu une partie de l'imbroglio qui se crée au jour le jour et qui fait que nous avons évidemment beaucoup de travail à faire dans les relations
avec le Vatican, qui est un État influent, même si, comme disait Staline, il n'a aucune division. Mais l'influence du pape et de la religion chrétienne suffit également à propager encore de l'antisémitisme séculaire que l'on a connu depuis la mort de Christ. Beaucoup décidément de confusion dès que les Palestiniens sont dans le tableau. On a dit, ça a été relayé comme ça par l'ensemble des agences de presse, il y a quelques jours de cela seulement, que le Vatican avait reconnu l'État de Palestine. C'est absolument faux, puisque c'est depuis 2012, en effet, vous le rappelez. Oui, c'est une interprétation excessive. Oui, mais c'est pour, si vous voulez, c'est pour remettre les Palestiniens en tête des préoccupations de la communauté internationale, en tête des journaux télévisés, pour faire le buzz, comme on dit. En tête de gondole dans un supermarché. C'est exactement ça. On va mettre du Palestinien en tête de gondole, ça fait vendre. Et en fait, on a propagé, ou on a donné une information qui est erronée, sinon fausse. On a dit, le Vatican vient de reconnaître l'État de Palestine. C'est faux. C'est depuis 2012 que le Vatican a reconnu l'État de Palestine et qu'il parle de la Palestine comme un État depuis 2012. Entre États non membres, on se reconnaît, vous allez me dire, mais enfin, toujours est-il que ce n'est pas une information. Ça n'est pas ça qui était l'information. Ce pourquoi il y avait une rencontre au plus haut niveau entre la Curie et les Palestiniens, c'était pour parler du protocole de la gestion du patrimoine de l'Église dans les territoires sous administration de l'autorité palestinienne. Rien d'autre que cela. Il n'y a pas eu de reconnaissance en l'occurrence, mais on a vendu cette reconnaissance comme si c'était une information. Ça, c'est la première confusion. Il faut tordre le cou à cette interprétation volontairement erronée. La deuxième, c'est cette canonisation de deux nonnes arabes, et c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui sont nés au 19e siècle. Rappelons-le, au 19e siècle, il n'y avait pas d'État palestinien. C'était l'Empire ottoman. Donc, elles sont nées, ces braves dames, dans une zone, dans une région qui correspond à l'Israël moderne, qui était sous autorité ottomane. Donc, elles ne peuvent pas être qualifiées de palestiniennes, parce que si c'est la Palestine, elles sont juives. Rien d'autre que cela. C'est absurde. C'est une manière de dire que la Palestine existe depuis extrêmement longtemps, que déjà au 19e siècle, c'était la Palestine, c'est inscrire la Palestine dans le temps, alors que c'est un fait tout à fait récent. Donc ça, c'est la deuxième confusion, c'est de dire, voilà, les deux premières canonisées sont palestiniennes. Ça veut dire, vous devez comprendre en creux, la Palestine existe depuis le 19e siècle, et si c'est depuis le 19e siècle, ça ne veut pas dire que c'est pas depuis plus tard encore. Et donc, il y a cette volonté d'introduire de la confusion et de créer de fausses représentations de la réalité. Et la troisième, c'est cette formule qui prête terriblement à confusion, que ce soit sous forme de cadeau, où le pape enjoint le président de l'autorité palestinienne à devenir un ange de paix, ou la manière dont les journaux télévisés l'ont traité et l'ont rapporté, en disant que le pape a qualifié le président de l'autorité palestinienne d'ange de paix. C'est terrible. C'est terrible parce que c'est prendre les bons pour les mauvais et les mauvais pour les bons. C'est ne rien dire ou ne faire aucun cas de la manière dont les chrétiens sont traités depuis des décennies dans les territoires qui sont administrés par l'autorité palestinienne, qui voit sa population chrétienne décroître de façon significative, pendant que cette même population chrétienne croît de façon aussi significative, mais en Israël. Donc partout ailleurs, en terre musulmane, il y a un véritable exode qui s'organise. Le monde entier a les yeux rivés sur cet exode de malheureux migrants qui traversent la Méditerranée, et on est convié, on est invité, on est enjoint à témoigner de la solidarité, mais personne, strictement personne, ne parle du calvaire des chrétiens en terre musulmane. Et le pape vient de rendre un mauvais service à ses ouailles, en qualifiant cette personne, Abbas, de ange de paix, alors qu'il est le chef d'une autorité
qui incite à la haine et à la discrimination de ces chrétiens. Voilà un satisfecit, voilà un certificat de cacheroute qui n'aidera certainement pas ces malheureux chrétiens qui sont les grands oubliés de cette histoire. Alors, le pouvoir de l'Église, vous le dites très bien, ça se mesure pas en division, en effet, mais il n'est grand, ce pouvoir de l'Église, que s'il repose non sur ces divisions, mais sur la vérité. Or là, en manquant autant à ce devoir de respecter la vérité, le pape François, dont les opinions personnelles sont certainement incontestablement bienveillante à l'égard des Juifs, mais il vient de léser les rapports qui existent entre le Vatican, qui sont des rapports difficiles. Rappelons que le Vatican n'a reconnu Israël qu'en 1993, c'est-à-dire 45 ans après la recréation de l'État d'Israël moderne. Eh bien, c'est léser les rapports entre le Vatican et les Juifs, beaucoup plus que aider les Palestiniens et favoriser l'émergence d'un État pour la population palestinienne. Donc ça n'est pas comme ça qu'on aide à la solution du problème politique et du différend qui existe entre les Arabes et les Juifs. Ça n'est pas en accordant un satisfecit à celui-là même qui organise dans les territoires dont il a la charge, eh bien, la discrimination de sa population chrétienne qui diminue significativement comme partout ailleurs en terre musulmane. Alors, dans la presse israélienne, on a appris cela, je crois, avec un peu de dérision, avec beaucoup de dérision, et qualifié un peu le pape de naïveté. Je crois que c'est un terme assez banal pour cacher une réalité beaucoup plus grave. Et on s'interroge sur le fait que le pape a-t-il ignoré le passé de cet ange ? Je mets toujours ange entre guillemets, bien entendu. Qui, rappelons-le, on va le rappeler pour nos auditeurs qui l'auraient oublié, Abou Mazen, c'était son nom de guerre et qu'il continue à utiliser toujours malgré ses prétentions de devenir un partenaire de paix, ses prétentions de négocier avec Israël. Abou Mazen a fait partie du commando de 3 terroristes qui, en 1994, a assassiné une famille et 22 enfants dans le village de Maalot, en Galilée. C'est un petit épisode, n'est-ce pas, au Moyen-Orient. Rappelons que lorsqu'il faisait ses études en Union soviétique, il a soutenu une thèse négationniste sur la Shoah, qu'il n'a jamais reniée. Il est le chef d'une structure, j'appelle ça structure volontairement, l'autorité palestinienne, créée grâce à Israël, rappelons-le, parce que sans Israël, l'autorité palestinienne n'existerait pas, et qui élève au rang de saints, d'anges peut-être aussi, les shahids, les terroristes qui pratiquent en fait le sacrifice humain en tuant les mécréants, les civils juifs d'Israël, en se faisant exploser, en les écrasant, en les poignardant, en diffusant dans la télévision, dans les écoles des messages antisémites violents. Voilà un peu, la carte d'identité de cet ange de la paix. Et alors, la propagande palestinienne bien drillée, qui a bien appris les méthodes goebbeliennes, a fait une déclaration. Je vous cite, c'était Oussam Zomlat, qui est un haut responsable palestinien pour les relations internationales, donc un expert en propagande. Je cite, ouvrez les guillemets, « Le Vatican a reconnu à la fois notre État et notre histoire, qui avait été volée et écrite par d'autres. » Je continue la citation. « Nous sommes les chrétiens originels. » Rappelez-vous, quand Arafat participait à la messe de minuit avec le kéfier et le pistolet au côté. Or, je continue à citer, depuis 70 ans, on a essayé de dépeindre le conflit comme étant entre juifs et musulmans. C'est totalement mensonger, dit-il. Notre problème n'est pas le judaïsme, mais la judéisation de la Palestine, une idéologie politique. Voilà comment fonctionne la machine. Vous êtes assez grand maintenant pour décrypter un peu tous ces messages biaisés, tous ces messages faussés, tous ces mensonges qui sont livrés à l'appel et que la plupart des agences de presse gobent comme un oiseau gobe un asticot.
Mais je m'arrête un instant encore une fois pour compléter le portrait que vous avez fait de Mahmoud Abbas. C'est l'homme aussi qui a refusé à 2 reprises des accords de paix offerts sur un plateau d'argent par les Israéliens. On pense aux 95-96% de la Judée-Samarie qui aurait été abandonnée aux Palestiniens pour permettre l'émergence d'un État pour le peuple palestinien. Ces deux occasions énormes que les responsables palestiniens ont manqué. C'est aussi celui qui organise la glorification des assassins de civils israéliens. C'est celui qui permet l'incitation à la haine, l'enseignement du mépris partout là où c'est possible dans les territoires sous son administration. Et puis il y a une question quand même. Une question qui devrait suffire à faire de Mahmoud Abbas un personnage tout à fait infréquentable. Quel est le personnage politique non musulman qu'on oserait fréquenter une fois qu'il nie aussi explicitement la Shoah ? Ça ferait de ce personnage un personnage éminemment infréquentable. Eh bien, il y a deux personnes, tous deux dans le monde de l'islam, l'un sunnite, l'autre chiite, qui le nient aussi vigoureusement et aussi impudemment. C'est dans le monde sunnite Mahmoud Abbas, qui en a fait sa thèse en 1982 à l'université Lumumba de Moscou, et l'autre, eh bien, ce sont les Iraniens, qui le nient aussi. Eh bien, ce sont des gens avec qui on parle. Mais il est 17h30, on cède donc la parole à Yannick pour les titres. À tout de suite. D'accord. Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Judaïka et voici les titres de l'actualité qui seront développés dans le journal de 18h. Le Hamas est en train d'étendre son réseau de tunnels souterrains dont l'un aurait atteint le territoire israélien, a déclaré le député et ancien commandant de Tsahal, Omer Bar-Lev. L'Iran s'est dit prêt à répondre à toute requête irakienne pour affronter l'État islamique après la prise de Ramadi, a affirmé un conseiller de Khamenei. En France, les 2 policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger lors de la mort des 2 adolescents Zied et Bouna à Clichy-sous-Bois en 2005 ont été définitivement relaxés par le tribunal correctionnel de Rennes. Chez nous, le parti écolo a vivement dénoncé le projet de construction du mur à Moucron, commune dirigée par le CDH Alfred Gaden pour les Verts. Cette décision est aux antipodes de l'idéal humaniste. C'est tout pour les titres, on se retrouve à 18h pour le journal et tout de suite c'est la suite de Chercher l'erreur sur Judaïka. Oui, alors peut-être que nous pouvons, par un lien un peu détourné, quoique pas aussi détourné que cela, aboutir au soutien des organisations, des ONG chrétiennes, principalement, au financement d'une autre ONG qui s'appelle Break the Silence, qui actuellement est occupée à délégitimer le rôle de Tsahal pendant l'opération de juillet dernier et a obtenu ou a fabriqué, je ne sais pas quelle est la limite, des témoignages tout à fait anonymes, invérifiables, de soldats de Tsahal, faisant évidemment croire que les soldats de Tsahal ont eu un comportement tout à fait indigne et tout à fait contraire à l'éthique normale de l'armée de défense d'Israël. Cette organisation est véritablement une organisation pour moi criminelle et on voit que le soutien d'organisations catholiques est un soutien majeur dans son financement. C'est grâce aux dons généreux du Christian Aid de Grande-Bretagne, du Fonds d'aide de l'Église danoise, du Secrétariat pour les droits de l'homme et les lois humanitaires internationales, de l'Open Society Foundation et de Tracker, 3 fonds chrétiens sur 5, et avec de l'Église catholique irlandaise qui est partie prenante totalement. Ces donateurs réguliers de l'ONG montrent que ces fonds chrétiens sont très très importants et que leur but, évidemment, d'accuser l'armée israélienne de crimes de guerre, et de délégitimer, d'ajouter, si vous voulez, encore, s'il en était besoin, une action de délégitimation de l'État d'Israël. Alors c'est intéressant, il y a 3 fonds chrétiens, vous le disiez tout à l'heure, il y a l'Église de Grande-Bretagne, celle du Danemark, celle d'Irlande. Oui, mais il y a, et ça c'est intéressant, le Secrétariat pour les droits de l'homme et des lois humanitaires internationales. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette coquille ? Eh bien, c'est un conglomérat palestinien qui siège à Ramallah et qui réunit des fonds suédois, suisses, danois
et néerlandais. Il faut ajouter au financement de Breaking the Silence le New Israel Fund, qui est un fonds qui a financé de nombreuses ONG dont les rapports ont servi de base au rapport Goldstone sur l'opération Plomb durci. Eh bien, le New Israel Fund a fait également partie des mécènes de Breaking the Silence. Voilà qui jette naturellement une ombre de suspicion sur le rapport qui a été établi par Breaking the Silence et qui est rien d'autre qu'un des moyens qui est utilisé par tous les contempteurs de l'État d'Israël pour entretenir cette guéguerre diplomatique, culturelle, métapolitique, pour questionner la légitimité de l'État d'Israël. Israël ne craint plus rien par les armes, il a défait ses ennemis, les armées régulières, plus personne dans la région n'oserait s'attaquer à Israël tant la différence de capacité de destruction est importante entre les alliés, entre les ennemis potentiels d'Israël et Israël. Israël a mis en déroute également les tentatives de le mettre en danger par des voies terroristes, les deux intifadas. Il reste cette guerre diplomatique, non seulement diplomatique menée par les États, on le voit par les États de l'Union européenne et également les États-Unis, mais également par les représentants de la société civile, c'est-à-dire les ONG qui ont cet agenda qui a été, si vous voulez, mis en musique à Durban en 2001 et qui trouve chaque jour un peu plus une application dans le conflit entre les Arabes et les Juifs, et qui fait que désormais cette guerre-là, elle se fait par ONG interposées qui, elles, sont financées par des États. Donc, une des ambitions de la nouvelle coalition au pouvoir, de la nouvelle ministre de la Justice, sera d'encadrer cela. Sera, de faire en sorte que les gouvernements étrangers cessent de financer des ONG dont le but avoué est de contribuer à la délégitimation de l'État d'Israël. Il y a là quelque chose qui est parfaitement inacceptable, des immixtions dans la vie, des ingérences dans la vie israélienne qui sont parfaitement inacceptables. En tout cas, que les financiers de ces ONG ne permettraient pas qu'on le fasse chez eux, mais qui se permettent de le faire en Israël parce qu'ils considèrent que Israël est un terrain conquis, que Israël, on doit pouvoir y faire ce que l'on entend et considérer le gouvernement d'Israël comme un gouvernement sous tutelle. C'est parfaitement inacceptable. Ceci étant dit, je crois qu'on peut également parler maintenant des États-Unis, de l'attitude des États-Unis vis-à-vis d'Israël, qui, après avoir menacé de ne plus donner leur veto, de ne plus utiliser leur veto pour défendre l'État d'Israël dans un sens international, semble avoir besoin du soutien d'Israël pour retrouver un droit de vote dans les institutions dans lesquelles ils avaient perdu le droit de vote parce qu'ils avaient renoncé à payer leurs cotisations. Ce sont des organisations, évidemment, qui étaient tellement aberrantes, tellement absurdes, et que je pense notamment à l'UNESCO, qui a reconnu des choses aberrantes, et là, les États-Unis on laissait faire. Et maintenant, disant nous avons besoin pour défendre Israël de ce droit de vote, demandent en sous-main à Israël d'agiter leurs amitiés au sein de l'UNESCO pour que l'UNESCO restitue aux États-Unis sa place et son droit de vote au sein de cette institution. Alors effectivement, c'est John Kerry qui a tenu des propos assez ambigus, qui fait un appel du pied à Israël, demandant l'aide d'Israël pour que les États-Unis puissent récupérer leur droit de vote auprès de l'UNESCO. Alors c'est naturellement pas Israël qui détient ce pouvoir, celui qui détient le pouvoir de restituer le droit de vote et le droit de financer par exemple l'UNESCO, ça n'est évidemment pas Israël qui n'a pas ce droit de regard dont le propos de John Kerry, comme John Kerry le laisse penser, c'est évidemment le Congrès. C'est au Congrès qu'il devrait s'adresser. C'est le Congrès seulement qui va restituer à l'exécutif américain cette parole à laquelle il doit renoncer au nom de deux lois qui s'appellent des Public Law 101-246 qui datent de 1990 et de 1994 et qui interdisent ces lois aux États-Unis de financer des organisations internationales du type de l'UNESCO si
et quand elles accordent à l'OLP le même statut que les États membres. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, le Congrès américain prive l'exécutif du droit de financer des organisations internationales à partir du moment que ces organisations internationales prétendent donner ou upgrader, rehausser le statut de l'OLP et en faire un État comme les autres. C'est donc au Congrès qu'il doit s'adresser et il est évident que le Congrès n'est pas d'humeur à donner aux États-Unis, à invalider ces lois qui font ou qui feraient que si les États-Unis n'utilisent pas leur droit de veto à une quelconque résolution qui nuirait aux intérêts d'Israël et qui rehausserait le statut des Palestiniens et en faire un État membre à part entière, eh bien, cette loi obligerait l'exécutif américain à cesser tout financement de l'ONU, tout financement des Nations Unies. Quand on sait que la participation financière des États-Unis dans le budget des Nations Unies, c'est 22%, eh bien, c'est rien moins que la paralysie de l'ONU à New York. Rien moins que cela. Et ça, c'est deux public law de 1990 et 94 qui obligent l'exécutif, eh bien, à mettre un terme, à couper les fonds. Littéralement à couper les fonds à toute organisation qui prétend faire des Palestiniens autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire une autorité palestinienne. Je voudrais revenir un instant sur le Breaking the Silence, oui. Où j'ai oublié que parmi les fonds qui viennent à l'appui de cette ONG, il y a également le Fonds du droit de l'homme arabe, qui est situé à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, qui je confirme que la totale neutralité et impartialité de cette ONG, mais qui n'oublie pas de bénéficier du soutien financier du monde entier. Et c'est le journal Le Monde qui en rajoute un petit peu dans ce dossier, qui se délecte d'un rapport de cette ONG prétendant que Israël serait livré à des crimes de guerre, mais qui curieusement oublie de faire état de la contribution énorme de Tsahal au Népal pour secourir les populations civiles de ce pays. Et là, évidemment, c'est un mensonge par omission. Oui, mais encore une fois, c'est toujours la même chose. Les Palestiniens, leur entreprise de propagande serait vouée à un échec risible, misérable, pathétique, s'il n'y avait pas cette complaisance, cette complicité des médias, ces relais qui consistent à présenter des faux, à l'évidence faux, sans même en contrôler les sources, sans même interroger l'objectivité, l'impartialité des ONG qui font état de tels rapports. Je veux dire, n'importe quel journaliste politique devrait commencer son travail par une petite investigation. Tiens, qui c'est cette ONG Breaking the Silence? D'où viennent ces fonds? Comment est-elle financée, cette organisation? Est-ce qu'elle est suspecte de partialité? Est-ce que, ou bien son verdict, le rapport qu'elle rend est audible? Personne ne fait ce travail. Du moment que cela peut salir Israël, eh bien ça passe. Et si demain il faut faire une mise au point, eh bien personne n'écoutera la mise au point. Le mal est fait. Et lorsqu'on prétend en Europe lutter contre l'antisémitisme sans obliger les médias, sans obliger le monde associatif à se montrer responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, on ne combat pas l'antisémitisme, c'est une posture, on prend la pause, on dit qu'on combat, mais en réalité on ne le fait pas parce que on ne s'adresse pas à ceux et celles qui sont les principaux responsables, les principaux vecteurs de la délégitimation de l'État d'Israël. Et compte tenu de la proximité des Juifs avec l'État d'Israël, qui en ont le souci pour la grande majorité d'entre eux, eh bien, lorsqu'on salit Israël, eh bien, on s'en prend aux Juifs. On a ici une responsabilité objective de tous les pouvoirs publics, de tous les médias, qui ont l'obligation, s'ils veulent vraiment participer à la lutte contre l'antisémitisme, en dehors des postures, en dehors des génuflexions devant les cendres des Juifs morts, eh bien, il s'agit de faire preuve de responsabilité, de vérifier ce genre d'informations et de dire, si on décide néanmoins de dire quel est le résultat de ce rapport de Breaking the Silence, il faut dire, en queue de reportage, nous vous signalons, chers auditeurs, que Breaking the Silence est financé par tel et tel fonds. Là,
on serait face à de véritables médias d'information et pas des médias de désinformation. Alors, est-ce qu'on peut aborder peut-être le problème de la proposition Fabius pour une solution au conflit, hein, il est permis de rêver. De rêver. De fantasmer. Oui. Alors, la proposition qui est en gestation, qui était en gestation, mais qui a trouvé quand même des traces écrites, puisqu'elles ont été communiquées à l'autorité palestinienne, au Conseil de coopération du Golfe et aux pays arabes, et que, curieusement, lors d'une réunion de coordination semestrielle avec le gouvernement israélien, il s'est produit un clash entre la délégation française, conduite par le secrétaire général du Quai d'Orsay, et la délégation israélienne, où le ton est monté, on n'est pas presque venu aux mains, mais enfin finalement, là les vérités ont été dites, et non plus dans les termes diplomatiques. Quand on parle généralement d'un dialogue franc et massif, ça veut dire que ça s'est très mal passé. Là, on a évité évidemment ce qualificatif, mais il est clair que les Israéliens ont à juste titre reproché aux Français à l'origine de cette proposition de maintenir éloigné l'État d'Israël, qui est quand même partie prenante au processus, et de toute information, alors que la partie adverse, la partie arabe, la partie palestinienne, bénéficiait des contacts, des réunions de négociation, de rédaction, etc. Alors, Monsieur Fabius n'était pas très content de cela. Il a dit que c'était pour mieux protéger Israël. Moi, je me méfie toujours de ceux qui veulent me protéger. C'est un réflexe naturel, mais on s'aperçoit que le divorce avec la France est en train de se consommer. Certains ont même accusé la France de trahir Israël comme elle avait trahi les Tchèques en 1938. Rappelez-vous qu'elle avait livré la Tchécoslovaquie pieds et poings liés au régime nazi, en espérant sauver son honneur et la paix. Et on a connu la suite, bien entendu, ce fut le déshonneur et la guerre. Oui, mais on comprend la colère des Israéliens. La France consulte pour la rédaction de sa proposition de résolution qu'elle soumettrait, quand on ne le sait pas trop, mais qu'elle aurait l'intention de soumettre au Conseil de sécurité. La France consulte tout le monde, sauf Israël. C'est Israël qu'on se propose de plumer. Alors, il est évident, on n'en parle pas. On comprend la colère des Israéliens qui demandent aux Français, mais présentez-nous ce draft, parlez-nous de vos intentions. C'est quoi le cadre général de votre résolution? C'est quoi la direction? À quel régime allez-vous nous soumettre? Eh bien, les Français ne disent rien aux Israéliens. C'est évident que les Israéliens ont manifesté leur mauvaise humeur, et en effet, on a frôlé le clash, et les relations entre Israël et la France, entre Paris et Jérusalem, connaissent un bas historique assez marqué, parce que les Israéliens savent que est en préparation pour l'instant une résolution française qui obligerait, avec ou non une mention d'une période limite, d'une date limite, obligerait les Israéliens à se retirer intégralement des territoires conquis à la suite de la guerre de 1967, des 6 jours, et faire de cette ligne de démarcation, cette ligne de cessez-le-feu, eh bien, une frontière politique. Il est évident que les Israéliens ne peuvent pas accepter cela, parce que cela signifie que l'État palestinien se trouverait à une dizaine de miles, c'est-à-dire à peu près à 14 kilomètres de la Méditerranée, à la hauteur de Netanya à peu près. C'est tout à fait inacceptable pour les Israéliens. Les Français ne parlent même pas d'ailleurs du caractère juif de l'État d'Israël. Donc il n'y a que le narratif palestinien qui est pris en compte, qui est mis en avant, et il s'agira pour les Israéliens de l'accepter. C'est évident que les Israéliens ne sont pas de bonne humeur, et ils sont d'autant moins bonne humeur qu'ils craignent que les Américains n'exercent pas leur droit de veto, comme on en a parlé la semaine dernière. Il est possible, en effet, depuis que les Américains ont promis aux Israéliens une réévaluation de leurs relations avec Israël, que l'administration américaine décide de ne pas exercer son droit de veto devant une telle résolution française. Voici ce que Shmuel Trigano disait de cette ambition française. Le dessein criminel du projet européen
projet français, installerait une puissance hostile et terroriste au cœur du territoire israélien, diviserait son territoire national avec le couloir de Gaza, déplacerait 400 000 juifs de Judée-Samarie, condamnerait toute vie urbaine à Jérusalem, réveillerait l'irrédentisme des Arabes israéliens, c'est-à-dire, c'est dans cette impasse que l'Occident veut entraîner Israël. Il n'y a rien d'autre dans cette folie qu'une sorte de vengeance métaphysique irresponsable. Voilà ce qu'en dit Trigano de ce projet de résolution, parce qu'il s'agirait de cela, de faire d'accompagner ou de favoriser la création d'un État palestinien en Judée-Samarie. Dans un premier temps, il serait dirigé par l'autorité palestinienne qui ne représente rien des humeurs palestiniennes. Il serait rapidement bouté par le Hamas comme il l'a fait à Gaza, et on aurait alors un véritable État terroriste et une entrée ouverte dans Jérusalem de ces terroristes, puisque la ville ne serait pas physiquement divisée. On ne mettrait pas un mur au milieu de Jérusalem. Ce qui fait que n'importe quel terroriste ou candidat terroriste pourrait s'infiltrer en Israël à partir de Jérusalem juive. C'est inacceptable, c'est un passeport pour de nouvelles guerres, pour de nouveaux chaos, pour de nouveaux massacres, et c'est à ça que s'emploie la France. C'est à ça que s'emploie l'Europe, comme si c'était une obsession de mettre Israël en danger de mort. On ne comprend pas cette obsession, nous avons déjà parlé de cela la semaine dernière. Ce qu'on comprend encore moins, c'est le risque que fait peser l'administration américaine de ne pas exercer son droit de veto, même si, ces derniers jours, on entend des rumeurs que les Américains seraient prêts néanmoins à exercer leur droit de veto, mais à une condition, c'est que les Israéliens arrêtent de s'agiter sur le dossier iranien. Et arrêtent de chercher à dresser le Congrès à majorité républicaine contre le projet d'accord que les 5+1 signeraient le 30 juin avec les Iraniens. Ils disent, les Américains, que de toutes les façons, ce accord 5+1 Iran va être signé, parce que tel que la résolution l'Iran Bill a été passée, eh bien il suffit pour l'administration américaine d'avoir une minorité qualifiée d'un tiers plus une voix dans les deux chambres pour que l'accord soit validé par le Congrès. Et donc l'administration est très optimiste pour voir cet accord passer, et il ne comprend pas, la Maison-Blanche ne comprend pas qu'Israël continue de se montrer aussi insistant sur un dossier sur lequel les Américains estiment que les Israéliens ont perdu la partie. Alors ils disent aux Israéliens, soyez sages, soyez raisonnables, pensez à demain, cessez de vous opposer à cet accord qui de toutes les façons passera avec l'assentiment du Congrès, même si ça sera avec une minorité extrêmement marquée, et essayons de jeter les bases d'une nouvelle coopération américano-israélienne où on recadrerait la coopération militaire, la coopération diplomatique, la coopération politique. Voilà ce qui est proposé, semble-t-il, ce sont les rumeurs qui courent aux États-Unis et également en Israël. Et les Israéliens, eh bien, deux possibilités. Ils le font le mort, c'est-à-dire il n'y a personne qui décroche le téléphone à Jérusalem ou ces appels du pied, personne n'y répond à Jérusalem, soit parce que les Israéliens pensent que l'objectif principal continue d'être la lutte contre cet accord avec l'Iran, ou bien alors les Israéliens font monter les enchères et essayent d'obtenir des Américains la compensation la plus élevée possible en termes militaires, en termes diplomatiques, politiques et de négociations avec les Palestiniens. On le voit, toutes les semaines nous venons avec des informations contradictoires qui laissent entendre une fois que les Américains n'exerceraient pas leur droit de veto. D'autres fois, nous disons qu'ils l'exerceraient, mais à partir du 30 juin seulement. La semaine dernière, nous rapportions qu'ils pourraient le faire tout de suite, et maintenant on entend qu'il pourrait l'exercer néanmoins. Et on voit à quel point il faut dire tout cela avec prudence, rapporter ces rumeurs, ces informations avec prudence et chaque fois au conditionnel, parce que il n'y a évidemment aucune confirmation d'une administration américaine ou de l'autre israélienne. Peut-être que pour comprendre un petit peu ce méli-mélo de la politique américaine notamment, il faut resituer ça dans un contexte plus large, avec notamment les remous provoqués par l'attitude américaine vis-à-vis de l'Iran et de ses ambitions nucléaires militaires, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, et que à ce titre, c'est le roi
d'Arabie Saoudite et les princes monarchiques ne se sont pas rendus au sommet des 13 et 14 mai à Camp David, auquel les avait conviés Obama avec la majorité des pays arabes. Alors, il y avait effectivement un sommet les 13 et 14 mai, c'est-à-dire la semaine dernière, qui se tenait à Camp David avec les États-Unis d'une part et les pays du Golfe de l'autre, c'est-à-dire Arabie Saoudite, Qatar, Oman, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Koweït. Voilà. Il se trouve que ce sommet a été plombé dès le départ parce que le roi Salman a décrété son absence. Il a décrété qu'il était plus utile de rester à Riyad pour veiller à la bonne application de la trêve de 5 jours sur le théâtre yéménite. Et donc, l'Arabie Saoudite était représentée par 2 princes héritiers. Oman, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont également envoyé seulement de hauts représentants, mais pas leurs monarques. Il n'y avait que les monarques du Qatar et du Koweït qui étaient présents. Ça veut dire, en termes moyen-oriental, il faut comprendre que naturellement cette absence n'est pas dépourvue de sens politique ou de signification politique. Lorsqu'on ne se déplace pas et lorsqu'on envoie une délégation, fût-elle de haut rang, on envoie un message aux États-Unis pour convoyer. Il y a un message. Ah, c'est clair, un message de mauvaise humeur, un message de ressentiment et de désaccord avec l'administration américaine et ses ambitions de signer avec l'Iran un accord nucléaire et surtout de confier à l'Iran un rôle clé au Proche et Moyen-Orient, ce que les pays sunnites ne peuvent pas accepter. Alors, si l'ambition du président américain dans ce sommet de Camp David était de faire en sorte que les pays du Golfe adhèrent néanmoins à ce accord avec l'Iran, moyennant des compensations militaires, d'armement, de contrats, d'accords verbaux de défense des pays du Golfe, l'Amérique en a été pour ses frais parce que il n'est pas arrivé à ses fins, ce qui veut dire, pour revenir à Israël, que si l'ambition d'Obama était d'isoler Israël, de faire en sorte qu'il ne soit plus que le seul acteur politique de poids à contester la validité de l'accord avec l'Iran, eh bien là aussi c'est un échec pour la Maison-Blanche parce que à la fois dans les pays du Golfe et en Israël, on voit l'Iran et son activisme et sa tentation hégémoniste du même mauvais œil. Alors l'Arabie Saoudite, encore un mot, qui ambitionne de devenir le prochain pays qui a présidé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Oui, au nom du groupe asiatique. Il fait beaucoup de travail de lobbying pour être nommé comme président, au poste de président, je peux pas le dire autrement qu'en riant, poste de président du comité des droits de l'homme. Alors vous allez me dire, on a déjà l'Iran qui est dans la commission de la protection des femmes, du statut des femmes, c'est déjà assez comique, c'est déjà assez insultant comme ça, mais imaginez l'Arabie Saoudite à la présidence du comité des droits de l'homme, on aura achevé de cette manière-là de discréditer une organisation, un organisme de l'ONU qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Et pendant ce temps-là, en Belgique, 250 pétitionnaires intellectuels, oui. Je ne dirais pas pseudo-intellectuels, comme la musique française a qualifié notamment Finkielkraut et d'autres philosophes pseudo-intellectuels, qui ont fait une pétition en faveur d'un boycott d'Israël. Oui, rien moins que ça, 250, c'est quand même beaucoup. Hein, je ne savais pas qu'on avait autant d'intellectuels en Belgique. En tout cas universitaires. Bon, en tout cas universitaires, mais 250 universitaires belges qui signent une pétition appelant au boycott académique et culturel de l'État d'Israël. Je veux dire, le monde est à feu et à sang. La Libye n'existe plus. Le Yémen est en train de s'écrouler. Il en est de même de la Syrie et de l'Irak. Eh bien, nos chers intellectuels de nos universités n'ont rien de mieux à faire pour occuper leur temps que de préparer une pétition que vont signer 250 d'entre eux, demandant d'urgence le boycott académique et culturel d'Israël. C'est absolument consternant. Consternant. Les préoccupations des uns et des autres en disent beaucoup sur leur état d'esprit et sur les sentiments qui les animent. Ah, peut-être pour terminer sur des situations que je qualifierais d'ubuesques, c'est la FIFA
qui a eu une proposition du président de la Ligue palestinienne de football, qui est autre que le terroriste Djibril Rajoub, pour éliminer Israël de cette compétition. Et dans un tout autre domaine, c'est dans le domaine des gays, le festival gay de Vancouver, qui a banni le drapeau israélien de toutes les manifestations. Donc vous pouvez balader avec le drapeau arc-en-ciel, mais surtout pas de montrer des signes d'appartenance à la nation israélienne. Oui, voilà cacher ce drapeau que je ne saurais voir. Mais vous savez, c'est le cas également dans un stade comme celui du Real de Madrid, où depuis que des fonds venant du Golfe ont été investis en masse, les stewards qui veillent à la sécurité des spectateurs des matchs du Real de Madrid ont pour mission, entre autres naturellement, de veiller à ce qu'aucun spectateur ne brandisse ne déploie un drapeau israélien. C'est absolument consternant, des choses pareilles. Je ne sais pas, vous me parliez d'une information sur laquelle je n'ai pas rebondi. C'était... je ne sais pas, ça m'a échappé. Je ne sais pas quelle était l'information. J'ai oublié quelle était l'information que vous donniez tout à l'heure. Ouais, on en a donné pas mal aujourd'hui, je crois. Je pense, effectivement. De toute façon, il est temps de nous quitter. Il est 17h59 maintenant. Dans 30 secondes, c'est le grand journal avec notre ami Yannick Farkas. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que c'est Shavuot. Pas d'émission, Shavuot. Donc on se retrouve ce sera début juin. La semaine suivante. Voilà, exactement. Jusque-là, eh bien, reposez-vous bien, restez à l'écoute de Radio Judaïka naturellement, et surtout restez à l'écoute pour le journal qui vient tout de suite avec Yannick Farkas. Voilà, et Raksamea. Au revoir. Bonsoir.